C'est comme ça que je me suis rendu compte que mes parents, par mimétisme, m'éduquaient, surtout ma mère, m'éduquait comme elle avait été éduquée. Et puis vous comme vos frères. Et par mes frères. Mes frères étaient éduqués comme des garçons, Ah oui. moi comme une fille. Oui. Donc je devais être la boniche de tout le monde, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui. Par instinct de survie, peut-être. Par instinct de personnalité. Eh bien, je me suis positionnée en rebelle. À 14 ans, j'ai pris une cigarette et une troupe, hein, parce que mes frères, j'en avais un qui était au service militaire, donc il ramenait des cigarettes, des Gaulois sans filtre. Oui. J'ai pris à 14 ans des Gaulois sans filtre, d'accord. comme mes frères, et me positionner en garçon. Là, vous étiez dans le mimétisme carrément, oui. Oui, enfin, un mimétisme garçon, non, je dirais même pas un mimétisme, mais c'était pour me positionner face à mes parents. Oui, d'accord. J'avais plus mon père depuis l'âge de 11 ans, donc j'étais plus face à ma mère. Oui. Et en fait, je me suis positionnée en rebelle, et je l'explique comme ça, à 18 ans, j'ai lâché la cigarette, hein, c'était juste pour me positionner. Bien sûr. Hein. Donc en fait, c'est pour dire que si on n'est pas rebelle dans la vie, on n'est pas soi-même. D'accord, bon. On ne trouve pas sa personnalité. Oui. Donc il faut se rebeller d'abord, rébellion contre les idées reçues et l'éducation pure et dure qui nous impose. Bien sûr, on adhère à la politesse, on adhère à l'effet de sociabilité, à toutes ces choses-là, mais au niveau des impressions personnelles, je trouve que pour se positionner personnellement, il faut être assez facile. Ça a été mon cas. Alors, revenons à notre question de départ. Pourquoi pensez-vous que finalement, je ne suis pas contre les femmes? Ah, pourquoi? Parce que vous avez une idée très juste que les femmes se positionnent en mimétisme par rapport aux hommes pour prendre la place des hommes, et une femme c'est une femme, un homme c'est un homme. On ne va pas demander à une femme de monter sur les toits d'une maison pour faire maçon. Bien que maintenant ça commence à prendre une tournure, on voit des femmes avec des pétards comme les flics ou qui conduisent des gros camions. Pourquoi pas? Mais j'estime que c'est plus le masculin, la force physique masculine et la féminité. J'avoue que dans une femme comme dans un homme, il y a le côté féminin, le côté masculin. Mais au niveau du physique, un homme doit rester un homme et une femme doit rester. Oui. Enfin, c'est quand même un peu limité, ça. Hein. Un peu limité? Oui, dire ça, c'est pas non plus... ça va pas très loin. Hein. Ah bah, l'évolution actuelle nous amène à alors autre finalement, chose. Anne, si vous appelez Anne, finalement, Anne, quel conseil donnez-vous aux femmes aujourd'hui? Parce que être une femme, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire dans vos propos, être une femme? Ah, ben moi j'estime qu'une femme est plus sensible, plus douce qu'un homme. Une femme peut avoir des responsabilités autant qu'un homme dans la vie. Mais j'estime que la femme a quelque chose de complètement différent d'un homme. Et moi je sais pas, je suis encore dans cette idée de masculin et féminin. Alors revenons sur ce que vous disiez tout à l'heure. Revenons sur ce que vous disiez sur la question de la naissance, de faire des enfants. Pour vous, ça n'est pas réellement un élément identitaire? Moi, je pense absolument que c'est pas un désir? En fait, le besoin de naissance, le besoin de faire naître un enfant, je pense que c'est comme chez les animaux, c'est une réaction instinctive. Oui. C'est basé sur l'instinct. L'instinct de procréation, comme on a C'est l'instinct même un de instinct survie, comme d'espèce. ça. C'est l'instinct de survie C'est d'espèce. l'espèce, c'est pas individuel en fait. Oui, voilà, l'instinct d'espèce.
ce n'est pas du tout un désir. C'est défini comme un désir parce qu'on mélange désir, plaisir sexuel qui va effectivement amener peut-être à la procréation, si ça se passe au bon moment, comme chez les animaux, l'instinct de procréation se passe à des moments précis de chaleur des femelles. Chez l'être humain, c'est pareil. Il y a des moments précis de procréation et il y a aussi des moments différents dans ces... Est-ce que vous pensez que l'homme est jaloux de la femme qui fait entre guillemets des enfants? Ou est-ce qu'il se sent lui-même participant à cette action? L'homme est toujours intrigué par la grossesse des femmes. Je l'ai senti comme ça et j'ai entendu des hommes dire « Oh là là, qu'est-ce que je vous envie, vous les femmes, de pouvoir avoir cette possibilité de faire naître cette expérience. » Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi ils ont ces sentiments-là. Parce qu'on met ce pouvoir de faire naître un enfant, on met dans le pouvoir de créativité. Ce n'est pas une créativité, c'est mécanique. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on emploie ce mot-là, oui. Les gens sont prisonniers du langage. Voilà. Quelqu'un qui crée une symphonie, il n'a aucun moment le sentiment qu'il fait quelque chose qui ressemble à l'enfantement. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Il faut être taré pour penser qu'il y a un rapport entre les deux. C'est pas créatif de faire un enfant. C'est mécanique. Voilà. Mais c'est le mot. On emploie ce mot-là, alors tout de suite on divague sur le mot création, procréation. Voilà, tout à fait. Moi, je trouve que c'est deux choses complètement différentes. Alors vous-même, vous êtes réalisé comment vous avez dans votre rébellion, comme vous dites. Qu'est-ce qu'elle a donné pendant les 30 ans qui ont suivi, ou les 40 ans? Comment vous êtes cherché? Oui, parce que c'est ce côté rébellion, et d'ailleurs que j'ai toujours en moi, je le sens, qui me fait avancer. J'ai toujours ce sentiment que la rébellion me fait avancer. Oui. Dans le sens où ça me fait réagir en tant qu'être humain, en tant qu'individualité. En tant qu'individualité, mais dans l'ensemble. Parce que je ne veux pas être dans le mimétisme. Justement, je veux savoir comment vous en êtes sorti. Du mimétisme. Quand vous êtes sorti. On en a toujours plus ou moins du mimétisme. Oui, justement, alors comment vous en êtes sorti à la façon. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être une femme? Quel est le destin d'une femme? Qu'est-ce que c'est d'être heureuse en tant que femme? Alors je vais vous dire, en tant que femme, peut-être même en tant qu'homme, parce que le côté masculin et féminin est en train de s'assouplir, de s'estomper, puis de fusionner. Voilà. Et en fait, moi je dirais que le destin d'une femme, comme le destin d'un homme, c'est de se connaître et d'être bien en lui-même, un peu à la manière dont les bouddhistes allaient vers la connaissance de soi. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un homme et une femme? C'est nous qui l'avons créé. Dans les vies antérieures. Écoutez, je crois que effectivement, ça vous convient pas? Non, mais vous trouverez des réponses sur la télévision. Oui, mais je suis ouverte à la connaissance. Cela dit, je peux vous donner quelques clés, mais c'est pas toujours facile à entendre. Oh, mais moi je peux vous parce que je cherche beaucoup. C'est vrai que j'ai terminé quand j'ai fait le mot d'Alfred, j'ai donné une clé, savoir on n'est pas une femme toute seule.
On peut être un homme tout seul, on n'est pas une femme toute seule. On est une femme parce qu'on joue un rôle qui est partagé. Par exemple, des femmes qui se battent pour une certaine idée, elles se battent en tant que groupe. Oui, voilà. Se battre tout seul. Alors un créateur, il peut se battre tout seul, il a son idée. Mais les femmes, elles sont là pour appliquer, pour pratiquer, pour mener à bien quelque chose. Et ça ne fait sens que si c'est dans le collectif. C'est pour ça qu'à mon avis, les femmes, elles doivent avoir une identité collective. Elles doivent, moi, si j'étais une femme, j'essaierais d'amener d'autres personnes, d'autres femmes que moi, à faire la chose en fait. Parce que faire ça tout seul, ça n'a pas de sens. Qu'un homme, lui... Mais de toute façon, même pour un homme, ça n'a pas de sens. Ah non? Mais si, dans un premier temps. Les hommes se sont battus pour des tas de causes. S'ils avaient été tout seuls, ils n'auraient jamais pu. Non, mais justement. Et l'homme, il va à un moment donné, il passe le relais au collectif. Et pas la femme. Mais la femme, elle est dans le collectif. Son identité est déjà dans le collectif. L'homme, il est d'abord dans une quête intérieure, une quête personnelle, de recherche scientifique, artistique, etc., qui est complètement personnelle. Et à un moment donné, ça doit passer au collectif. Oui. Ça doit être repris par le collectif. Oui, repris par le collectif. Et la femme, elle est maîtresse du collectif. C'est elle qui fait que les choses adviennent à l'échelle de l'humanité et non pas à l'échelle d'un chercheur isolé. C'est elle qui transmute le travail personnel et singulier en quelque chose qui a une dimension collective. Voilà la réponse que je vous donnerai. C'est pas facile à comprendre parce que ça veut dire que je dois avoir conscience que individuellement je ne suis rien en tant que femme. Je ne suis quelque chose que si je suis capable d'entraîner d'autres femmes dans mon sillage en tant que femme. Ou si je travaille avec d'autres femmes par rapport à une cause donnée. Et c'est ce collectif de femmes qui va faire que les choses vont changer pour les femmes. Non, pour l'humanité. Pour l'humanité. En changeant. Non, les femmes ont un sacré rôle. Oui, elles ont un sacré rôle, mais elles le refusent ce rôle. Pourquoi elles le refusent? Parce qu'elles ont un mimétisme par rapport à l'homme. Elles se disent, moi je veux être celui qui est le créateur, et je ne veux pas être simplement celle qui poursuit. Et j'ai répondu à la question suivante, c'est que l'histoire des hommes, c'est une histoire d'individualité, et l'histoire des femmes, elle est moins connue, parce que c'est celle du collectif. C'est-à-dire c'est celle qui fait que les choses s'étendent. Et alors, pourquoi en ce moment l'individualisme oui, mais on pourrait ça être... Non, mais c'est une plaisanterie, vous l'avez dit vous-même, c'est une plaisanterie. Les femmes n'ont jamais fait autant d'enfants qu'aujourd'hui. Bon, donc vous voyez bien que derrière les propos qui sont tenus comme ça, il y a une réalité instinctive, pour reprendre notre expression, qui est là. Et de la même façon, les femmes, la plupart des femmes, elles sont engagées dans des processus collectifs, mais elles le font dans la souffrance, dans la frustration, au lieu de l'assumer pleinement. Parce qu'on leur a pas donné les modèles. Moi, je donne des modèles, je leur dis, voilà. Elles le font sans connaissance. Si vous voulez, c'est science sans conscience. Elles le font à leur corps défendant. Mais elles le font quand même. C'est ça qui est malheureux. Qu'elles le fassent en pleine connaissance de cause. Et qu'elles disent, voilà, nous sommes, vous êtes des individus, les hommes, vous êtes des individus, nous sommes. Et effectivement, le problème, c'est que le grand danger, si vous voulez, Anne, c'est que, et c'est là que c'est intéressant, c'est comment, une fois qu'on s'est engagé dans un processus collectif, comment s'ouvrir à de nouvelles formulations. C'est ça. Et à ce moment-là, il faut être capable de dire, voilà, à un moment donné, nous avons fait ça, maintenant il y a d'autres choses qui viennent, il faut se remettre sur autre chose. Je pense qu'on est quand même dans une nouvelle période, là, dans le 20e oui, mais souvent, il y a beaucoup de non-connaissances. Il est un fait que lorsqu'un groupe
collectivement s'est engagé pour mettre en application quelque chose, pour pratiquer quelque chose. Après, quand on est en train de leur dire « oui, mais maintenant, ça n'est plus ça », il y a d'autres choses qui ont été trouvées, là, il y a un problème. Parce que, bon, voilà. Et parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on a, alors ça c'est le problème des praticiens. Les praticiens, ils se sont engagés dans une pratique, ils ont acquis un savoir-faire, et tout d'un coup, il y a quelques hommes qui disent, il y a d'autres choses nouvelles qui apparaissent, qui sont meilleures que celles d'avant. Et à ce moment-là, il y a deux solutions. Soit c'est de nouvelles générations de femmes qui le font. À ce moment-là, ces nouvelles générations, elles vont prendre la relève des anciennes générations. Soit c'est les anciennes générations qui sont capables de se renouveler. C'est capables de dire, nous avons fait ça, maintenant c'est autre chose. Maintenant, c'est un autre problème qui se pose. Parce que le grand risque, c'est la répétition. Alors c'est là la difficulté, voyez-vous. C'est pour ça qu'effectivement, d'une certaine manière, quelque part, ce sont les nouvelles générations qui prennent le relais. Les nouvelles femmes, les jeunes femmes. Les jeunes femmes prennent le relais des anciennes femmes. Parce que c'était pas encore le moment. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que les hommes, et c'est vrai dans le domaine de la procréation, il y a un moment donné où, comme vous dites, les femmes, elles s'épuisent. Elles ont terminé leur travail par le fait de l'âge, le fait qu'elles sont dans la routine de certaines pratiques qui est révolue dans n'importe quel domaine professionnel. Et à ce moment-là, eh bien, malheureusement, il faut faire appel à une nouvelle génération de femmes qui vont être capables à la fois de faire des enfants et à la fois de s'ouvrir à de nouvelles pratiques. Ça commence à bouger un petit peu. Ça commence à bouger un petit peu pour une catégorie de femmes. Il y a des femmes qui sont capables de se remettre en question, de se dire que c'est plus à ce moment-là, elles vont se laisser féconder, parce qu'il y a un problème de fécondation aussi. En dehors du sexe, les femmes, elles sont fécondées par de nouvelles idées tout à fait. Qui viennent des hommes. La fécondation de la femme, elle n'est pas seulement sexuelle. Elles sont fécondées, elles sont enceintes des idées de certains hommes. Et on est en pleine polygamie là. Parce que c'est quelques hommes qui vont engrosser des milliers de femmes. On n'est pas dans le même nombre. Il peut y avoir, par exemple, on peut dire globalement, il faut, par exemple, l'humanité pourrait fonctionner avec 50 hommes extrêmement brillants. Qu'est-ce qu'on fait des mères, des mères avec un grand M, quoi. Je veux dire, matriarcal. Oui. Le côté matriarcal. Je parlais d'un bateau continuel avec des gens. T'en vas ? D'accord. Tu reviens dans combien de temps ? C'est pas grave. Oui, on continue. Qu'est-ce qu'ils font là ? Quelle déception. Quelle déception. Ah oui, il faut régler, oui. J'ai dit que j'allais régler là. Donc effectivement, la fécondation, elle se fait aussi au niveau du polygamique. C'est-à-dire effectivement, en réalité, la vraie relation. Enfin, moi je dis toujours, il y a trop d'hommes par rapport aux femmes. C'est ça là qu'il faut le débat. Il faudrait qu'il y ait 3 ou 4 fois moins d'hommes que de femmes. Ça serait beaucoup plus cohérent. En réalité, ça serait beaucoup plus cohérent parce qu'en réalité, il y a quelques hommes qui ont un potentiel. Un homme peut faire des enfants à 10 femmes au même moment. Un homme peut donner du travail à des milliers de femmes avec des idées nouvelles, avec des techniques nouvelles. Donc finalement, il en faut très peu. L'humanité, si on parle de la perpétuation de l'humanité,
il faut 10 fois moins d'hommes que de femmes pour que ça suffise. On diviserait par 10 le nombre d'hommes, ça ne changerait rien Et au alors, processus. peut-on arriver un jour à faire en sorte de choisir le sexe des enfants? C'est pas un problème, ça. C'est... Effectivement, vous avez raison, il faudrait favoriser le fait de faire des filles, pas des hommes, des garçons. Il y a trop de garçons. Ou alors il faudrait importer. Pourquoi les Chinois ont fait l'inverse? Bah oui, il faudrait importer beaucoup plus de femmes. Il faudrait, par exemple, en France, il faudrait faire venir 5 millions de femmes supplémentaires. On n'a pas besoin d'hommes en France. On a besoin. Je ne me suis jamais posé cette question. Non, mais je veux dire que on a besoin d'une disproportion entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Sinon, on tombe dans cette espèce de problématique du genre hommes et femmes, c'est pareil. C'est cette situation démographique qui crée l'illusion de l'égalité. S'il y avait beaucoup moins d'hommes que de femmes, on ne dirait pas ça. Moi, le 21e siècle est une société où il y aura 10 fois moins d'hommes que de femmes. Et là, ce sera clair. Évidemment, on ne sera plus dans un processus démocratique. Vous croyez que le 21e siècle nous amènera à avoir moins d'hommes que de femmes? Oui. Ah bon? Oui. Donc ça veut dire qu'on choisira. Ça veut dire qu'on choisira. En tout cas, ça ne va pas fonctionner au niveau de l'humanité tout entière. Il y aura, vous savez que comme ça se passe, il y aura des pays qui feront ça. Dans les pays occidentaux. Non, mais peu importe. Il faut qu'il y ait une biodiversité de l'humanité. Il y a des sociétés qui choisiront ce modèle-là. Comme avant 1989, il y avait les sociétés socialistes, les sociétés capitalistes. Il faut que l'humanité ne soit pas branchée sur un seul et unique modèle. Ce serait mauvais, ça. Il faut qu'il y ait certaines sociétés qui essayent cette formule-là. Et d'autres sociétés qui essaieront l'idée de l'égalité entre hommes et femmes. On verra celle qui fonctionne le mieux. Il faut expérimenter. Et moi, je suis pour qu'il y ait aussi des sociétés qui fonctionnent sur cette manière-là et qui, par conséquent, importent massivement des femmes de façon à obtenir une sorte de quota du genre 3 fois plus de femmes que d'hommes, par exemple. Oui, je ne me suis jamais posé la question, mais... C'est fondamental, parce que tant qu'il y aura autant d'hommes que de femmes, les gens croiront que, il faut absolument qu'il y ait une disproportion. Et vous n'avez pas peur que les femmes se rebellent contre les quelques hommes qu'il y aura? Voilà, mais c'est ça le débat. Il faut surtout, évidemment, il n'y aura pas, on ne peut pas imaginer... On fait venir les Amazones dans ce cas-là? Non, parce qu'effectivement, il faut renoncer, il faut modifier le système des élections. On deviendra plus patriarcal que patriarcal, hein, dans un système comme ça. Peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, il est évident que on ne peut pas rester dans un droit, enfin un mode de fonctionnement des institutions comme celui qu'on a actuellement. Vous savez qu'autrefois, vous savez que chez moi je suis juriste, la Constitution 58 ne prévoyait pas l'élection du président de la République au suffrage universel. Il était élu par le Parlement. Donc par des hommes, parce qu'à l'époque il y avait très peu de députés. Enfin, ce n'est qu'à partir de 65, 7 ans après, qu'on a fait la première élection d'un président de la République au suffrage universel. Et ça a été une modification de l'esprit de la Constitution. Il faut supprimer cet amendement et revenir à une élection comme ça se fait dans d'autres pays d'ailleurs. En Italie ou en Allemagne, il n'y a pas de suffrage universel pour élire le président de la République. Bon. Même, voilà. Effectivement, là, il y a un problème. Le suffrage universel, c'est un très grave problème. Vous savez que le suffrage universel, à l'époque de Napoléon III, il y avait que les hommes. C'est voté. On appelle ça le suffrage universel. En réalité, il y avait que les hommes qui votaient. Mais ce n'est pas non plus une solution. Mais voilà, donc il y a une nouvelle représentation des choses qui se propose, qui implique effectivement que les femmes doivent développer leur sentiment d'appartenance à un collectif. Une femme seule ne peut pas, ne peut pas résister à un homme. Mais si vous avez 10 fois plus de femmes, effectivement, elles ont un pouvoir. Le pouvoir féminin n'est pas un contre un. Donc, voyez-vous donc à quel point je ne suis pas
misogyne, c'est essentiel. Mais je dis, il faut avoir une conscience de notre pouvoir, nous en tant que femmes, c'est le nombre. C'est l'opposition, pour employer une expression un petit peu lourde, entre le quantitatif et le qualitatif. Oui, L'homme apporte le qualitatif et les femmes apportent le la quantitatif. modernité a créé l'individualisme, autant chez l'homme que chez la femme, donc on est arrivé à un stade où se réunir pour ça, regardez même quand la partie féminin manifeste, ça n'a aucun pouvoir. Non, mais l'individualisme, c'est pas grand-chose, l'individualisme. C'est une plaisanterie, c'est un gadget, l'individualisme. Rien n'empêche les femmes, par ailleurs, de développer leur individualité, c'est pas la question. Mais malgré tout, l'idée fondamentale, c'est nous n'existons par rapport à l'humanité. C'est fameux, tout à l'heure j'ai répondu. Une femme qui est enceinte, ça ne veut rien dire. 100 000 femmes qui sont enceintes, ça veut dire quelque chose. Une femme qui fait un enfant, c'est rien. Ça ne change pas l'humanité. Ça n'est important que si c'est répété à des milliers et des milliers de fois. Mais à partir du moment où on est des milliers de femmes sur Terre, si chaque femme fait un enfant. Oui, mais c'est un collectif. De même qu'une femme qui dit une chose toute seule, ça ne veut rien dire. Si c'est répété par des milliers de femmes, ça veut dire quelque chose. Alors qu'un homme, lui tout seul, un homme génial, ce qu'il peut dire, peut avoir en soi, en tant qu'individu, quelque chose de fort. Donc c'est pour ça que le mot individualité dont on parlait, c'est déjà un mimétisme. Le véritable individuel, c'est l'homme. Et quand les femmes revendiquent l'individualité, c'est un mimétisme pour faire comme l'homme. C'est là qu'à mon avis, il y a un mythe. D'accord. Moi, je ne ferais pas ça comme ça. Ah ben oui, mais je vous le rappelle, justement, ce mot individualité, on n'en a pas parlé. J'ai pas une impression de copier sur l'homme. Non, mais c'est un modèle que vous êtes. Individualité. Parce que vous me dites vous-même que c'est une notion qui s'est imposée. Non, c'est quelque chose qui... oui, ça s'est peut-être imposé par rapport à... Donc c'est bien un modèle. À la vie collective. Oui. Alors c'est paradoxal. Vous parlez d'individualité ou de vie collective? On est dans un collectif et effectivement on est influencé parce que... Donc c'est un collectif où chacun, malgré tout, précisément parce qu'il est dans le collectif, veut quelque part affirmer une forme d'individualité, mais qui n'a rien à voir avec l'individualité masculine, qui est une individualité créatrice. Oui, et pas simplement une individualité de l'avoir, une individualité des habitudes, enfin on pourrait dire. Moi j'étais plus dans l'individualité créatrice. Oui. C'est-à-dire que pour moi, me créer moi-même, c'est dans cette individualité, c'est-à-dire d'être moi-même et non pas copier. Non, mais c'est pas ce que j'entends par individualité créatrice, là vous jouez sur les mots. Se créer soi-même, c'est pas une individualité créatrice, c'est quelqu'un qui crée, pas qui se crée, qui secrète, et pas qui se crée. Il n'y a pas d'individualité créatrice sans sécrétion. Oui. C'est-à-dire, c'est comme le sperme, c'est quelque chose qui secrète et qui peut féconder. Par exemple, quelqu'un qui compose une musique, cette musique, elle sera interprétée par des milliers de femmes. Oui, mais alors là, on peut revenir sur le sujet qu'on avait au café philo d'avant-hier. D'avant-hier, oui, moi aussi. Nous y étions. Là, oui. Vous étiez à la réunion avec Raphaël Prudencio? Ah oui, d'accord. Oui. Alors oui, non, enfin plus ou moins vaguement. Mais votre mari, je l'ai. En plus de ça, j'étais juste à côté de vous. Oui, non, mais l'autre, oui, j'ai remarqué ce monsieur. Vous tournez peut-être un peu le dos. Si, non, mais maintenant, oui, d'accord. Bon, donc effectivement, les deux choses, oui, d'accord. Alors rappelez-nous, alors oui, effectivement, oui. Bah oui, alors on avait déjà parlé de ça. Oui, alors non, parce que dans le café philo, on parlait bien de la distinction, j'étais tout à fait d'accord avec ça. En fait, on peut distinguer l'art de l'artiste dans le sens où... Ah oui, c'est ça. Peut-on séparer l'artiste de son œuvre? Oui. Et moi j'ai répondu de manière assez provocatrice en disant qu'on ne peut pas s'approprier l'œuvre de quelqu'un d'autre. Oui, sinon c'est la copie. Sinon oui, mais c'est ce qu'on fait.
Quelqu'un qui joue une œuvre d'un compositeur, Oui. il se l'approprie. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est aussi nécessaire. Il ne faut pas non plus exagérer. Oui, parce qu'on peut aussi... Non, mais je veux dire que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il est nécessaire qu'une œuvre soit reprise par d'autres personnes. C'est pas un... ça l'étend à... Mais c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas qu'elles culpabilisent à condition de dire qu'elles sont pas toutes seules. Elles ne sont pas toutes seules. Une femme doit dire toujours, moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait des tas de femmes comme moi qui font ça. Oui, moi, Une- je dirais une- même plus que je fais confiance à l'universalité. Je fais confiance à ce désordre organisé qui est la vie, comme on peut l'entendre dans le Oui, parce que de toute façon, les choses existent quand même. Voilà, Les choses se font. Où elles se mettent, où elles se placent. Oui, non, mais peu c'est certain. importe. Ce que les gens disent n'a pas une grande importance, de toute façon. Exactement. Moi, je suis le premier à dire ça. Finalement, que les gens fassent les choses ou pas consciemment, ils les font. Ils les font, voilà, tout à fait. Donc, c'est souvent. C'est Donc, mieux d'en être conscient. oui, non, enfin, je veux dire que c'est pas très sérieux, de toute Les façon. gens qui sont Les pas gens, conscients participent aussi oui, à la de création. toute façon, c'est pour ça qu'on a créé la chaîne de l'idée de la subconscience, pour dire que finalement, les gens font les choses, même sans le savoir, même sans en être conscient, ils les font et ça existe. Mais je suis quand même sensible à tout ce qui fuse à travers les esprits de l'humanité. De toute façon, Dans le sens où on s'influence les uns les autres mais de toute façon, à travers Anne, notre... il est clair qu'il faut quand même à un moment donné formuler les choses. Il faut bien qu'une œuvre soit... Il faut s'approprier une œuvre Oui. alors qu'on ne devrait pas. Si, Non. à condition de le faire clairement. Un compositeur a besoin que l'on s'approprie son œuvre. Mais- non, mais même le compositeur ou le peintre ou l'écrivain, il s'approprie son œuvre comme si ça venait de lui. Ça Ah vient oui, pas d'accord. forcément de lui. Je veux dire, Attends, non, mais alors là, attendez, vous avez raison, vous avez raison. Mais moi, je ne parle pas de ça. Non, vous avez raison, on pourrait dire que moi, je suis par exemple compositeur. Oui, vous parliez de quelqu'un qui va s'approprier Non, l'œuvre de quelqu'un c'est déjà pas. d'autre Non, mais ça, c'est déjà important. pour en vivre, pour... Et ça, c'est voilà. déjà respectable. C'est respectable. D'ailleurs, souvent, quand vous allez au concert, vous applaudissez l'interprète et pas le compositeur. Exactement. Et ça, je trouve ça déplaisant. Enfin, on sait quand même. Non, mais à partir du moment où l'artiste est cité, enfin, l'artiste qui a créé l'œuvre, Oui, cité, oui. il n'y a pas de problème. Non. Parce qu'on interprète l'œuvre de quelqu'un. Oui. Ok, je suis d'accord. Mais Maintenant, là, vous me dites d'où vient cette il y a création. cette création. Bon, là, alors là, c'est C'est un autre sujet, mais qui est intéressant aussi. L'ego de l'homme va... On n'a pas fini. Alors- C'est quelque chose parce que lui, il est toujours en train de créer. Ah oui? Oui, oui. Il est auteur, compositeur, parolier. Il m'a raconté ça l'autre jour. Parolier, compositeur, écrivain, poète, Voilà. philosophe, il dit tout. Voilà. Il m'avait dit ça l'autre jour d'ailleurs. Je me souviens maintenant. Donc, Alors effectivement, et ça c'est quelque chose qui est... Je comprends comment ça arrive, cette création. Ah bon? Oui. Alors dites-nous-le. Bah, je comprends parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'ego va effectivement plutôt sentir que l'œuvre le traverse, la création le traverse, et ça devient plus spirituel, quoi. C'est quelque chose. Oui. L'ego n'a plus rien à voir là-dedans. Oui, non, mais d'accord. Bon, bien sûr, on a tous un rôle. On a un rôle à jouer. On est ceci, on est cela. On est un homme, on est Enfin, une lui, femme, il peu accouche importe. aussi, il accouche quelque part aussi. Il accouche quelque Voilà. Mais c'est ça que je crois qui est important. C'est de ne pas... Bon, il accouche d'une façon qui est malgré tout plus élaborée, plus conscientisée que la femme qui fait des gosses. Exactement. Et elle le fait elle, de manière mécanique, en quelque Mécanique, sorte. c'est ce que je vous Et disais sans tout à l'heure. avoir véritablement le C'est un moindre... instinct. Voilà, sans avoir reçu la moindre formation. Exactement. Alors que malgré tout, le créateur, il a appris à parler, il a appris à penser, c'est autre chose. C'est moins instinctif quand même. Je dirais qu'on n'a pas à recevoir non plus.
Moi, par exemple, je suis compositeur, mais je suis quand même marqué quelque part par un certain style de musique que je décide de suivre, alors, même si il y a la j'invente. partie intellectuelle aussi qui rentre là-dedans, c'est-à-dire ce qu'on vous a appris, les choses qu'on a pu vous apprendre. Effectivement, ça peut être lié à votre création, mais il y a plus que ça. Mais, enfin, disons que d'une certaine manière différente, c'est que théorique. disons que pour la femme ne choisit pas à quoi va ressembler son enfant, alors que l'artiste, lui, il choisit plus ou moins à quoi ça va ressembler. Ça dépend des artistes. Ben si, quand il fait un tableau, il sait à peu près, il maîtrise plus ou moins. Non, des fois il ne maîtrise pas du tout, je ne suis pas d'accord. Un vrai artiste, il ne maîtrise pas. Non mais, quelque part si. Oui, à partir du moment où il faut, par exemple, un compositeur ou un artiste ou un chanteur, enfin un créateur de chansons, de musique, il va effectivement s'arrêter sur des mélodies et il y a des règles. Mais il y a aussi savoir à qui ça s'adresse. Maintenant, c'est celui qui va écouter, qui va décider si c'est bien ou pas, si ça lui plaît ou pas. Mais là, ça devient intellectuel. En tout cas, de toute façon, même si on limite au maximum, le regard, la conscience que quelqu'un a de l'œuvre qu'il fait accoucher n'est pas du tout du même ordre que ce qui se passe pour la femme. Ah oui, de la procréation. Oui. Ah mais ça n'a rien à voir. Non mais justement, mais on a voulu faire croire. C'est biologique, alors que la créativité chez un être humain, homme ou femme, c'est de la création. Mais vous avez du mérite de le dire, mais aujourd'hui il y a une sorte de langue de bois qui voudrait mettre les deux choses sur le même pied. C'est pas possible. Non mais c'est ce qu'on a entendu même aujourd'hui. Ah oui, alors là je suis pas d'accord. Quand j'ai pris la parole tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit tout de suite « Ah oui, mais les hommes auraient... » Il a même inversé les choses, il a dit « L'homme n'est créatif que parce qu'il n'arrive pas à faire ce que fait la femme. » Mais la femme aussi peut être créative, il y a des femmes qui peignent, il y a des femmes qui... Non, mais je vais dire... Oui, mais enfin, voilà. c'est notre sujet, ça. C'est notre sujet parce qu'elles ne le sont. Elles ne le sont pas. Alors, être créatif, c'est être capable de féconder les autres. Quelqu'un qui fait une œuvre qui n'est pas fécondante. C'est le mot, l'étymologie du mot qu'il faut changer. Pas moi. Non, mais la différence. Non, mais il y a des. Tous les gens qui font des musiques ne sont pas créatifs. Il y a un problème de langage, effectivement. Tous les gens qui font de la musique ne sont pas créatifs, malheureusement. Parce que ce qu'ils font n'a pas grand intérêt, à la limite. Il n'y a que. C'est pas une question d'intérêt, c'est une question qu'ils ne savent pas, qu'ils ne reçoivent pas la pure création. Voilà. C'est une création intellectuelle, donc réfléchie, maîtrisée. Elle n'a pas la dynamique voulue. Elle n'a pas la dynamique. Voilà. Je vais vous dire, la vraie création, elle ne se maîtrise pas. Oui. Moi, je dirais ça. J'arrête. En tout cas, le critère de la création, c'est que quand quelqu'un est créatif, tôt ou tard, ça veut dire que son œuvre va féconder d'autres personnes. Quelqu'un qui n'est pas vraiment créatif, son œuvre, elle va rester ce qu'elle est et elle ne va pas féconder. Parce que simplement le fait d'être créatif, n'importe qui peut faire un tableau ou une musique, n'importe quoi. Mais ça n'est... Ça va pas plus loin. Voilà, à ce moment-là, ça n'est pas réellement créatif. On pourrait employer un problème de langage, mais on sait très bien qu'il y a des tas de gens qui ont fait des tableaux qui n'ont jamais eu aucun impact, des musiques qui n'ont aucun impact, ou des romans qui n'ont aucun impact, ou des films qui n'ont aucun impact. On sait très bien aussi qu'il y a comment je veux dire, l'impact de l'homme, de la maîtrise de l'être humain, homme ou femme, parce que maintenant c'est tout pareil, qui fait que l'homme ou la femme va décider ce qui va être projeté
vers le collectif ou pas. C'est-à-dire que c'est une question, on sait bien, surtout dans le milieu occidental, c'est une question de copinage. On va éditer tel auteur, on va mettre en avant telle musique ou tel compositeur, parce qu'il a des relations. Non, mais ça c'est un autre problème. Attendez, vous mélangez. Non, mais j'ai compris ce que vous disiez. Il y a des œuvres qui sont méconnues et dommage. Non, mais ces œuvres, parce on en a pas parlé avec Raphaël Prudencio l'autre jour, et d'ailleurs je lui ai fait la réflexion à la fin. Je lui ai dit, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Il faut distinguer les effets et les causes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une œuvre a un impact collectif qu'elle voulait elle voulait cet impact au départ. Ça n'a rien à voir. Et inversement. Donc ça n'a rien à voir. Non, ça n'a jamais été comme ça. Le fait qu'une œuvre ait ou pas un impact ne vient pas de l'intention de son auteur. C'est parce que cette œuvre, elle a été reçue, elle a eu cette... Bon, alors après coup, on dit il a voulu ça. Non, il n'a rien voulu du tout. Et inversement, des gens qui ont voulu un impact collectif ne l'ont pas eu. Donc il ne faut pas confondre le résultat et l'intention. Non. Et c'est ce que j'ai dit à Prudencio l'autre jour. Je lui ai dit, mercredi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas de chercher à... Parce que moi je suis historien, je ne tombe pas dans certains pièges. Le fait qu'il y ait eu un impact, ça ne tient pas à la volonté de l'auteur. L'auteur, il exprime quelque chose, et parce que c'est puissant, ça aura un impact. C'est parce qu'il a voulu que c'est un impact. L'impact, on ne le veut pas. Non mais si, en vous entendant, on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent avoir de l'impact. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des œuvres qui sortent dans le collectif parce que justement, elle a eu un impact sur quelqu'un qui avait la possibilité de faire valoir les choses. C'est sûr que là, je suis d'accord avec vous, qu'il y a eu un impact vers quelqu'un. Mais il y a quand même tout le milieu d'édition. Mais vous avez raison, hein, mais ça c'est nécessaire. Comment voulez-vous? Il faut qu'une œuvre soit reconnue par un milieu. Par un milieu. Oui, mais c'est pas si simple d'être... Non, mais je suis d'accord, mais il faut absolument, pour passer du stade, il y a 3 temps, il faut créer une œuvre, mais il faut que cette œuvre soit reconnue par ses pairs, pas par le public, dans un premier temps. On passe pas comme ça on passe pas simplement du créateur au public. Non, il y a ce qu'on appelle la cité. En domaine scientifique, on dit la cité scientifique. Il faut être reconnu par une certaine élite, et cette élite va déterminer qui est le plus puissant. Et à ce moment-là, effectivement, c'est cette personne, voilà, c'est ça. Mais il y a cette interface entre le créateur et le public qui est le collectif en question, c'est-à-dire le collectif des créateurs eux-mêmes, parce que, et ça c'est un élément que reconnaissent, c'est un élément, si ce collectif ne marche pas, là c'est catastrophique. C'est-à-dire si un collectif va reconnaître quels sont les meilleurs éléments du groupe, alors là ça ne va pas du tout. Le rôle du collectif, que ce soit dans le domaine scientifique, historique, linguistique, artistique, c'est de déterminer quel est le meilleur, quel est celui qu'on va propulser. Et si ce collectif n'est pas capable de déterminer quel est le meilleur, c'est toute la société qui en souffre. Parce qu'on va propulser des gens qui ne sont pas valables, et ça va être Alors tout dépend de ce collectif. Oui. Tout ce qu'on donne à l'ensemble des humains, non, mais le collectif, c'est le collectif de l'élite. Voilà, exactement. Donc, si on a une élite qui n'est pas à la hauteur, c'est toute la société qui est impactée. Oui, bah alors bon, on dépend vraiment tous de cette élite. Mais cette élite, on en fait partie. Un créateur fait partie de... Il est lui-même partie prenante de cette élite. Oui. C'est l'ensemble des créateurs, y compris lui-même. Parce que imaginez un créateur qui s'aperçoit que telle autre personne est meilleure que lui. Eh bien, il doit le faire connaître plus que lui.
Oui, c'est sûr que là, dans l'individualité dans laquelle on est tombé, c'est difficile. Non, 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 si, justement, c'est la différence. Les hommes, la qualité principale d'un homme, c'est de reconnaître qui est meilleur que lui, dans tous les domaines. Ah bon? Oui. Vous voyez, Ah oui. chez l'homme, c'est ça. Ah oui, ils ont un instinct qui leur fait dire là, là et aussi on est dans une sorte d'instinct collectif. Ah oui. Un instinct qui leur fait dire ah oui mais celui-là il dit des choses plus fortes que moi. Il est plus fort que moi. Vous voyez que Moi je le sens constamment. l'ego humain. Je ne parle pas des femmes là, hein. Oui, Je parle d'un non, collectif parlez- masculin. Chez l'homme, je trouvais que l'homme était quand même à la recherche d'être meilleur que l'autre. Oui. Enfin, Eh bien c'est justement, un moteur, c'est eh un bien moteur. justement, c'est bien ce que je vous dis. Je veux être meilleur que l'autre, mais si je m'aperçois que l'autre est meilleur que moi, eh bien c'est l'autre qui est meilleur que moi. Bien sûr qu'il faut essayer. Donc c'est toujours la compétition. Ah ben là, le monde masculin est un monde hyper compétitif. Oui, d'accord. Mais à un moment donné, force est de reconnaître que l'autre est meilleur, que le meilleur gagne. Alors, c'est vrai dans le sport de manière évidente. Mais c'est dans d'autres domaines. Un milieu, par exemple, où les meilleurs ne sont pas reconnus, où on fait passer des gens qui sont médiocres devant les meilleurs, c'est foutu. La France, par exemple, est un pays où on n'a pas une sélection, parce que on est dans le processus de sélection, là, darwinien. Si le système darwinien ne fonctionne pas, on a les moins bons ne sont pas éliminés en faveur des meilleurs. Et à ce moment-là, c'est toute la société qui va recevoir une qualité une qualité médiocre de nourriture, etc. Voilà, on est en plein dedans. Non, mais il y a des sociétés qui sont extrêmement dynamiques sur ce plan-là. Ouais. Des sociétés où l'élite est capable de s'auto-déterminer quels sont les meilleurs. Et là, il y a un collectif aussi. Ben, il y a eu des périodes en France notamment. Mais c'est vrai au niveau politique, c'est vrai dans la vie politique, c'est vrai dans la vie scientifique. Dans tous les cas, il faut choisir le meilleur, que ce soit le président d'un parti politique ou n'importe quoi. Il faut que le meilleur émerge. En ce moment, on est en médiocrité partout, hein, dans tous les domaines. Plus ou moins, c'est vrai. Mais pas forcément dans tous les pays. Non, mais en France. Ah, mais pas forcément dans tous les pays. Et justement, quand un pays se révèle être plus capable que les autres, eh bien, les gens vont vers ce pays-là. Regardez par exemple ce qui s'est passé en France. La France a attiré les grands... à une époque, avant la guerre, elle attirait des grands peintres, des grands musiciens. Voilà. Et c'est normal. Un pays qui n'est pas capable de reconnaître les meilleurs, c'est pas intéressant. C'est vrai. Donc, Mesdames, messieurs, Eh ben, il faut s'expatrier. Quand vous êtes dans une société qui n'est pas capable de reconnaître les meilleurs, vous devez quitter cet endroit. alors, c'est le mot de la fin, on doit Voilà. quitter cet endroit.